liés aux autres. Il y a évidemment deux types de rapports qu'on peut avoir. Il y a le rapport qu'on peut avoir entre nous, on va dire la communauté. Il y a le rapport qu'on peut avoir avec le monde extérieur. Le monde extérieur est très séduisant. Il aspire à la grandeur un peu comme nous, mais dans d'autres domaines, ils excellent. Le monde extérieur excelle en matière de grandeur, pas comme nous on l'a choisi, mais en tout cas le monde est séduisant. J'aime souvent dire qu'il y a deux grands événements, pardonnez-moi si je me répète pour certains qui ont déjà entendu cette idée, mais pour moi elle m'est très chère. Il y a deux grands événements qui ont eu lieu dans l'histoire et qui n'auraient jamais dû se produire ensemble. C'est lorsque d'abord les gens ont arrêté de raconter leur histoire. Quand les gens ont arrêté de raconter leur histoire, ils se sont sentis automatiquement menacés par l'étranger. Et lorsque en Europe et même aux États-Unis, on a cessé de raconter l'histoire, on a raconté l'histoire des autres, ou on a tout simplement arrêté de raconter l'histoire pour raconter autre chose, la montée de l'immigration s'est fait ressentir dans le monde. C'est deux événements comme ça concomitants. L'immigration a augmenté dans le monde, dans les pays. Et en même temps, les Occidentaux ont arrêté de raconter leur histoire. Et quand on ne raconte plus son histoire, notre identité s'affaiblit. Et lorsque l'identité s'affaiblit, on se sent menacé par l'étranger. Lorsqu'au contraire, on a une identité forte, et qu'on raconte son histoire, et qu'on sait de qui on descend et d'où on vient, alors on va se sentir dans notre identité, on va se sentir fort. Et on ne se sent pas menacé, même par l'étranger qui vient chez nous, on va se sentir totalement fort pour pouvoir à l'aise, pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir l'accepter comme il se doit. Mais quand on cesse de raconter son histoire, on se sent menacé. Lorsque l'étranger arrive, tout de suite, on sort, il y a une levée de bouclier, et on fait en sorte de se protéger, le protectionnisme et tous les termes que l'on connaît. Quand au contraire, les Juifs ont toujours dit chaque année, le soir de Pessah, nous avons été esclaves en Égypte. Nous avons mangé le pain de la servitude. Nous avons goûté aux herbes amères de la souffrance, de l'esclavage. Et chaque année, on répète la même histoire. Et chaque année, on l'inculque à nos enfants. On leur dit, voilà de qui on descend, voilà qui on est. Ça veut dire qu'on est un peuple qui sait raconter son histoire, qui sait inculquer aux générations qui arrivent d'où elles viennent. Et donc, il ne se sent pas menacé par un quelconque étranger, puisqu'on arrive à développer notre identité et on se sent fort avec cela. Pas évident. C'est pas évident parce que, comme je vous disais dans l'introduction, le monde extérieur est très séduisant. Et parfois, vous savez, nos anciens, ils étaient très soucieux du détail. Ils étaient scrupuleux, ils savaient ce qu'ils faisaient pour conserver des traditions qui les démarquaient du monde extérieur. Pas pour marquer la différence, mais pour bien savoir qui ils étaient. Nos anciens, c'est connu, avaient des traditions très fortes et ils y tenaient. Ils ne savaient pas forcément pourquoi ils les faisaient, pourquoi ils les réalisaient. Ils n'en connaissaient pas forcément le sens, mais ils savaient que pour respecter telle ou telle règle, telle ou telle coutume, tel ou tel usage, c'était important. C'était important. On raconte un jour, à propos d'un grand maître, un maître, Shem Inkom Damo, il est mort pendant la guerre, il a été assassiné plus précisément par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'appelait, il est très connu dans le monde de la Torah, un grand maître du judaïsme de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, Rav Elchanan Wasserman. Un très grand maître qui a donné sa vie, on peut le dire, c'est au sens propre, vraiment, donné sa vie pour le monde de la Torah. Il a été assassiné dans les camps. Et avant la guerre, il s'est rendu un moment aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était pas comme aujourd'hui, où on trouvait du kasher quasiment à tous les coins de rue. Il n'y avait pas de OU, il n'y avait pas les tampons, il n'y avait pas, chez le Pakistanais de la 5e avenue, il n'y avait pas du kasher ou des cookies ou des fromages qui étaient kasher. Il n'y avait pas cela. Et il tenait absolument à boire du lait kasher, du lait surveillé. Le lait en général est kasher, puisqu'il provient de l'animal kasher, de manière générale. En France, dans les pays occidentaux, les pays connus, il n'y a pas de lait non kasher, de manière générale. Donc, les sages avaient autorisé, de l'époque ont autorisé, à consommer ce qu'on appelle le lait non surveillé, du lait qui est kasher, mais qui n'a pas été
surveillé par ce qu'on appelle un chômeur, une personne habilitée depuis le début de la traite jusqu'à la mise en bouteille, de voir que le lait est bien caché. Mais c'était autorisé. Et aux États-Unis à l'époque, on ne commençait pas à chipoter parce que c'était l'époque. C'était pas facile de trouver cela. Et le Rav Elchanan Wasserman s'est retrouvé dans un hôtel. Il s'est retrouvé à l'hôtel aux États-Unis et l'hôtelier qui lui sert un café au lait. Il lui sert un café au lait. Et Rav Elchanan Wasserman a dit, écoutez, vous savez, voilà, merci pour votre attention, mais vous savez, je n'ai l'habitude dans ma tradition chez moi de ne consommer que du lait qui est surveillé. Voilà. C'est ma tradition, c'est mon habitude. C'est comme nos anciens qui avaient des traditions, des habitudes qui perpétuaient une gestuelle parfois très précise dans les accents très savoureux des anciens de l'époque. Ils avaient des choses qu'ils aimaient conserver. Lui aussi, il a voulu conserver cet usage. Le lendemain matin, l'hôtelier, il vient avec le petit-déj et qui lui sert un café au lait. Et le Rav lui dit, excusez-moi, mais je vous avais déjà dit que je ne buvais mon habitude est de ne boire que du lait surveillé. Il dit, mais Rabbi, je pensais que vous vous étiez habitué. Vous êtes en Amérique ici. Il n'y a pas toutes les commodités. On n'est pas comme chez vous. En Europe, vous avez peut-être toutes les facilités, les commodités pour avoir ce que vous voulez, mais ce n'est pas le cas ici. Je pensais qu'entre hier et aujourd'hui, vous avez compris que quand on pose le pied dans le Nouveau Monde, eh bien, on n'a pas toutes les facilités. Je pensais que vous étiez habitué. Un de nos patriarches, dont on rappelle les événements dans les parachiotes actuels, la section hebdomadaire de la Torah qu'on lit tous les Shabbats, à la synagogue, Parashat Vayishlach. Lorsque Yaakov, après des années, des 2 décennies, n'a pas revu son frère, il va voir son frère Esav, il annonce, tu sais, Im Lavan Garti Vaechan Adata. J'ai séjourné avec Lavan, mon beau-père. J'ai séjourné avec lui qui était Lavan, veut dire blanc en français, c'est un euphémisme parce qu'il n'était pas si blanc que ça. Il n'était pas plus blanc que blanc, au contraire, c'était même l'inverse. Mais la Torah lui donne ce qualificatif, c'est un euphémisme. J'ai séjourné avec le plus désagréable et le plus malfamé des hommes. Et pourtant, je suis resté, comme dirait l'autre, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Je n'ai rien changé à qui je suis. Ne pense pas que la confrontation avec le monde extérieur a fait de moi un autre homme. Ne pense pas que je me suis habitué, à force de vivre dans un certain milieu, par finir par adopter les mœurs et les us et coutumes des gens avec qui j'ai été. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. C'est une chanson, je crois, non? Oui. C'est lui, hein? Voici ce que dit Yaakov à son frère. Ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça parce que je ne crois pas que mon esprit est différent. Car Kadosh, c'est ce qu'on appelle le rapport aux autres. Le rapport à l'autre. Nous, on a un rapport entre nous, mais on ne va pas oublier la relation qu'on doit avoir aussi avec le monde extérieur qui paraît très séduisant. J'imagine que le grand businessman qui était Lavan, qui était le beau-père de Yaakov, celui qui a fait tellement d'affaires, celui qui était riche, qui était un homme connu, reconnu, il a dû certainement avoir de belles affaires dans lesquelles Yaakov, son gendre, avait voulu peut-être lui aussi réussir. Ça ne l'a pas empêché de rester lui-même. C'est pas parce qu'on vit dans un milieu qui est séduisant mais qui ne nous ressemble pas, on doit forcément adopter les mœurs et les us et coutumes. La preuve, nos grands-parents savaient le faire. C'était des gens très bien intégrés dans la société, qui avaient gravi les échelons de la vie sociale sans problème, qui ont bien réussi, et qui pour autant avaient tenu à garder leurs us et coutumes et leurs usages dans les accents, même dans leur tradition culinaire, dans les moindres détails. Pourquoi ce ne serait pas le lot de leurs descendants aujourd'hui, nous-mêmes? J'imagine que les gens pour qui on est réunis ce soir, ils avaient certainement pas simplement un rapport au monde extérieur particulier, mais un rapport à l'autre très particulier aussi. Parce que quand on se réunit par un temps pareil, autant aussi nombreux pour pouvoir rendre hommage à des gens comme ça, ça veut dire qu'ils avaient un rapport à l'autre qui est particulier. Avec le monde extérieur, c'est une chose, mais entre nous, il faut apprendre au contraire à aimer, à se ressembler. On aime se ressembler parce qu'on a des choses en commun, parce qu'on a des us et coutumes en commun, parce qu'on a des traditions en commun, et parce qu'on a des usages qui vont faire de nous ce qu'on appelle vraiment une vraie communauté. Alors ce que je souhaite, Béhémet, c'est que les gens qui nous ont quittés d'abord prient pour leurs familles respectives, que de là où ils sont, ils vous apportent leur lot de brachot, qu'ils intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu pour vous et pour leurs descendants, et surtout d'apprendre
d'apprendre à suivre leurs pas. Je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'ils avaient des traditions familiales auxquelles ils tenaient, des us et coutumes, ils ne bougeaient pas d'un iota. Et je pense que c'est ça, Béhémet, qui a fait leur grandeur, et c'est ça qui fera la grandeur de leurs descendants et de ceux qui restent aujourd'hui. C'est ce que je voudrais souhaiter aux familles respectives, c'est d'être toujours dans les pas de ceux qui leur ont précédé, et tout simplement de perpétuer avec fierté la tradition des anciens.